Bonjour Ahmed Abdallah. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de direct. Mais bon, on va essayer de parler un peu de l'actualité mondiale. Parce que cette actualité nous concerne tous. Surtout nous qui vivons en Occident d'ailleurs. Juste la fin de cette petite chanson. J'attends de voir si d'autres personnes vont se joindre à nous. Sinon ils trouveront le direct sur la page prochainement. Espérant que la connexion qui m'indique qu'elle est lente n'interrompra pas le direct. Allez, on va commencer. Oui, je disais que je voudrais qu'on commente un peu ensemble l'actualité politique du monde, l'actualité mondiale avec ce qui se passe au Proche Moyen-Orient. Parce que ce conflit, comme tant d'autres conflits dans cette région, nous concerne tous. Hein? Faut pas croire que vous êtes dans votre salon, que ça ne vous concerne pas et que vous regardez ça devant la télé en vous disant ça se passe très loin là-bas, ça ne me concerne pas. C'est une actualité politique qui concerne surtout nous qui vivons en Occident, comme je disais au départ. Parce que rappelez-vous, après la chute de Saddam Hussein, avec cette intervention qui s'est basée sur des mensonges, hein, vous vous rappelez tous de la petite, du plus flocon qu'on nous a montré à l'Assemblée des Nations Unies pour nous dire que Saddam Hussein était à 2 doigts d'avoir l'arme nucléaire
qui a motivé l'intervention des États-Unis et de la coalition qui l'a accompagné pour aller détruire l'Irak jusqu'à aujourd'hui, qui est détruite jusqu'à aujourd'hui, et qui a vu quoi? La naissance de l'État islamique. Je ne sais pas si vous vous rappelez tous. La naissance de l'État islamique avec les ravages qui ont accompagné la naissance de l'État islamique. Donc, et qu'est-ce qui a suivi la naissance de l'État islamique? Ce sont les attentats qui ont frappé des capitales comme Paris, Madrid, Londres. Et il faut pas croire que ces attentats-là ne visaient que des blancs, hein, parce que des gens croient que bon, c'est les attentats contre les blancs. Non, j'aurais pu être sur la terrasse d'une brasserie à Paris et voir ma vie partir comme ça parce qu'il y a des fous qui ont été commandés par l'État islamique, qui sont venus mitrailler dans les bars de Paris ou qui sont partis dans un concert. Oui, ça m'est arrivé d'aller à la Cigale. Là, c'était au Bataclan. Hein? Toi, moi, on aurait pu être dans un concert et voir ces types-là débarquer, venir tirer sur tout le monde. Donc, c'est des vies brisées, c'est des enfants qui restent orphelins. C'est une catastrophe pour tout le monde. Donc, ce qui se passe là-bas, obligatoirement, de loin ou de près, a une incidence sur notre vie. Alors là, j'ai parlé directement de vie en tant que mort, mais aussi ça peut être du point de vue économique. Là aujourd'hui, quand vous entendez, on dit que l'Iran, avec ses alliés les Houthis au Yémen, risque de bloquer le détroit d'Ormuz. C'est quoi? C'est le passage des bateaux pétroliers, c'est le passage des bateaux commerciaux, tout ça fait que soit la vie qui est déjà chère ici en Occident va encore être plus chère parce que si le pétrole monte, parce qu'il y a rareté, si les marchandises commencent à manquer, etc., la conséquence, c'est vos vies directes ici. Donc, les conflits qui se passent là-bas ne sont pas si loin que ça de nos vies personnelles ici en Occident et d'ailleurs ailleurs, parce que avant que ça arrive ici, avant qu'on envoie des bateaux aux Comores de riz ou de je ne sais pas quoi, il faut qu'ils passent là-bas. Donc s'il y a pénurie ici, vous vous rappelez, quand il y avait pénurie de farine causée par la guerre en Ukraine, vous avez vu les présidents africains qui sont partis voir Poutine pour trouver une solution. Pourquoi? Parce que l'Afrique manquait de nourriture. C'est là où tout le monde a découvert que la farine qu'on consommait en Afrique et partout dans le monde était cultivée ou était produite en Ukraine. Moi, je n'ai jamais pensé que l'Ukraine était à ce point fournisseur de farine et de matières premières alimentaires pour le monde. Donc, le monde est un village aujourd'hui. Ce qui se passe ailleurs a forcément une incidence ici. Vous vous rappelez aussi ce qui s'est passé en Chine avec l'épidémie qui a sévi en Chine. On regardait ça à la télé comme si, bon, on est bien dans nos salons, il y aura rien. Même quand c'est arrivé en Italie, on croyait que ça allait s'arrêter en Italie. On nous disait c'est rien, il n'y a pas de problème. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? On a fini confiné pendant des mois. L'Afrique qui était là-bas, qui se moquait de l'Occident. Oh, ils sont confinés là-bas. Je me rappelle des gens qui étaient aux Comores, qui se moquaient de nous quand on était confinés ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ça a fini par atterrir aux Comores. Moi-même, je m'étais déplacé aux Comores parce que mon père avait chopé cette merde. D'accord? Je sais pas si vous vous rappelez. Donc, le monde est un village aujourd'hui. Ce qui se passe là-bas a forcément une incidence dans nos vies ici. Donc, on ne peut pas ne pas se sentir concerné. Maintenant, j'ai vu des gens, des supporters de Trump, parce que c'est aussi une forte tendance en Afrique. Il y a des gens, des gens qui aiment les dictateurs. Il y a des Africains qui aiment ça. Je ne sais pas pourquoi. Dans un continent où on passe notre temps à manifester contre les 6e mandats, les 4e mandats, dans un continent où on a des mecs qui sont au pouvoir pendant... regardez le Cameroun, il y a des générations qui ne connaissent qu'un seul président depuis l'indépendance, depuis qu'ils sont nés. Donc, regardez au Sénégal, il y a eu Wade qui ne voulait pas arrêter, qui voulait faire son 3e mandat, et Macky Sall qui est arrivé
accompagné par cette société civile qui ne voulait pas de ce mandat-là, et qui arrive lui aussi, qui ne veut pas partir, qui a entraîné une forte pression du PASTEF et de la société civile, et qui a fini par partir. Donc, des gens de la société civile, qui militent aux Comores, chez nous, ailleurs, pour avoir un peu de démocratie, et que se font emprisonner tous les jours. Mais tu retrouves là des gens qui dénoncent cela et qui sont des grands admirateurs de Poutine. Poutine qui est connu pour assassiner ses opposants, qui ne permet aucune opposition dans son pays, et qui admire un type comme Trump. Je sais pas si vous avez vu ce qu'il a fait lors de son premier mandat, comment il a poussé dans ses derniers retranchements la communauté noire. D'accord? Ces discours à l'emporte-pièce qui sont admiratifs de Trump et de ces gens-là. Alors la motivation, il la trouve où? C'est que parce que Trump serait contre une soi-disant oligarchie. Alors ils utilisent des termes comme l'État profond. On entend Poutine qui emmerde l'Occident. Donc forcément, comme l'Occident nous emmerde, ben oui, parce qu'effectivement c'est une réalité. L'Occident emmerde l'Afrique. L'Occident pille l'Afrique. Donc parce que il y a Poutine qui embête l'Occident, ben voilà, ça devient notre leader. Avant ça, il y avait Kadhafi. Kadhafi qui était devenu, chez certains soi-disant panafricanistes, qui était devenu le grand leader du panafricanisme. Parce que, pourquoi? Parce que certains de ces militants, soi-disant panafricanistes, allaient chez Kadhafi, qui était rejeté par ses frères arabes, qui n'en pouvaient plus de son état farfelu, d'accord, qui n'en pouvait plus, lui qui avait fait des attentats, qui a tué des innocents dans des avions, je sais pas, vous vous rappelez, l'attentat du Le Corby ou je sais pas quoi là, et qui allait là-bas, qui se fournissait d'argent, l'ont érigé en leader du panafricanisme. Ah oui, effectivement, je sais pas si vous avez vu les Noirs qui passaient là-bas, comment ils les traitaient. Moi, j'ai mis dans mon roman un personnage qui parlait de Kadhafi. J'ai repris le discours de Kadhafi qui parlait des Noirs comme des sauvages. Parce que l'Occident l'a merdé. Il disait, je vais lâcher ces sauvages, ils vont monter là-haut si vous voulez m'emmerder ici. Comment il parlait des Noirs. Allez voir juste dans son injustice. J'ai mis le discours de Kadhafi. Donc, venir nous dire que Kadhafi est finalement le protecteur des Noirs, lui qui tuait ses opposants depuis des décennies. Alors, on me dit que ce type-là est devenu le héros du panafricanisme. Lumumba, j'aimerais pas être Lumumba dans sa tombe qui entend des gens qui érigent Kadhafi en tant que leader du panafricanisme. Franchement, j'aimerais pas entendre les vrais leaders du panafricanisme voir ces nouveaux soi-disant panafricanistes aujourd'hui qui érigent Kadhafi comme leader. Mais bon, bref, tout ça pour dire ça. Pour dire quoi? Dès qu'il y a un fou farfelu qui s'oppose à l'Occident, avant il y avait Mugabe. Vous vous rappelez de Mugabe? Mugabe, le Zimbabwéen, qui avait bien commencé au départ avec Mandela au début de l'ANC, au début de la lutte de ces pays-là pour se libérer de l'Occident qui avait colonisé l'Afrique. Ces gens-là étaient au départ, Mugabe faisait partie des leaders, des vrais leaders de l'Afrique, mais qui sont au fil du temps, ils se maintiennent au pouvoir, ils veulent pas partir, deviennent des monstres. Et c'est ce qui s'est passé avec Mugabe. Mais comme Mugabe chasser les agriculteurs là qui avaient des plantations même en Afrique du Sud. D'ailleurs, dès que les blancs lâchent ces plantations, c'est fini. Il n'y a plus de production dans ces plantations. Moi, je veux bien qu'on s'en réapproprie nos terres. Mais si on s'en réapproprie nos terres en Afrique du Sud, au Zimbabwe, en Namibie, pour que en fait ça tombe en friche, ça sert à rien dans ce cas-là. Je préfère que les blancs restent sur les terrains, produisent et embauchent des gens. Mais si c'est pour reprendre nos terres et aller les laisser en friche, comme ça se passe en Afrique du Sud, en Namibie, au Zimbabwe, ça ne sert à rien. Parenthèse fermée. Donc, on se retrouve avec des Africains
qui passent leur temps à admirer ces dictateurs. Et dès que des gens comme moi disons que non, nous sommes contre ces dictateurs, nous voulons la démocratie, est-ce que vous croyez qu'à l'Occident il y a de la démocratie? Mais qu'est-ce qui t'a dit que pour moi, l'Occident incarnait la démocratie? La démocratie, c'est le système politique qui veut que la démocratie, c'est un système politique qui veut que c'est le pouvoir du peuple, hein, ça, vous le savez tous, vous avez fait l'école. Le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé de système qui est inclusif du peuple dans la gouvernance de la cité que la démocratie. Dites-moi, parce que vous avez le droit d'aimer les royautés, vous avez le droit d'aimer les dictatures, mais il n'y a pas encore un système au monde qui est inclusif du peuple entier, dans sa grande majorité, dans l'exercice du pouvoir, dans les libertés individuelles, d'opinion, etc., que la démocratie. Alors, est-ce que ça veut dire que les États-Unis incarnent la démocratie? Personne n'a jamais dit ça. Regardez ce qui se passe. Vous venez vous-même de le dire que Trump a pris la décision tout seul d'aller bombarder l'Iran, sans consulter le Congrès. Alors, je ne suis pas un spécialiste constitutionnaliste de la Constitution américaine, mais il me semble qu'il devait consulter le Congrès. Les spécialistes me contrediront ou pas. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la plus grande démocratie. Même s'il dit, les États-Unis disent, ouais, c'est la plus grande démocratie. Mais ça ne veut rien dire. Est-ce que c'est pour cette raison que ces pays-là qui disent être des démocraties et qui ne le sont pas véritablement, est-ce que c'est pour ça qu'on doit être à la démocratie et renoncer au combat qu'on a mené depuis des dizaines d'années en Afrique pour obtenir la démocratie? Mais non! Nous avons, je répète, nous avons des représentants des sociétés civiles qui sont enfermés. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas de 4e mandat. Parce qu'ils veulent des élections libres. Parce qu'ils veulent une liberté d'opinion. Une liberté religieuse. Parce qu'ils veulent une participation active des femmes dans la politique. Parce qu'ils veulent, etc., une justice indépendante. C'est ça la démocratie. Mais c'est ça que je veux. J'ai jamais dit, je veux que le pays soit gouverné comme les États-Unis. J'ai jamais dit que je veux que ça soit comme la France. Je suis pour la démocratie. Cette lutte-là, je la mène aussi en France. Où, vous avez vu quand j'écrivais ici sur ma page, je disais, je ne supporte pas ce qui se passe ici. Quand la coalition de gauche gagne les élections législatives et qu'on asphyxie cette majorité en disant oui, mais c'est pas le parti, c'est pas LFI, parce que je sais pas quoi, jusqu'à prendre des premiers ministres qui n'ont aucune assise électorale avec la tradition politique qui est celle de nos mêmes premiers ministres qui provient de la majorité au Parlement. Mais j'ai critiqué ça. On a dit que la démocratie n'est pas respectée. Donc, la démocratie, comprenez bien, c'est un système politique qui n'est pas encore atteint nulle part, mais qui est un idéal. Après, libre à vous si vous voulez pas de démocratie, mais soyez cohérents. Ne venez pas dénoncer Azali. Je prends l'exemple de mon pays, aux Comores. Ne venez pas dénoncer Azali aux Comores qui ne respectent pas la démocratie, aucune liberté d'opinion, des opposants politiques qui sont enfermés, un gouvernement où la femme se limite au ministère de la Santé et de la Famille, des élections truquées, hein, et une justice aux ordres. Ne venez pas dénoncer ça. Et en même temps, être contre la démocratie. C'est un peu farfelu, en fait. Donc, la démocratie, c'est un principe. C'est un système politique. J'insiste là-dessus parce que j'en peux plus. De ces gens-là, dès qu'on parle de démocratie, ils viennent te dire, hey, est-ce qu'en Occident, il y a la démocratie? Alors, leur argument. Il y a un autre argument. Et là-dessus, ils ont raison. Quand ils disent que
au nom de la démocratie, on est venu déstabiliser des pays pour soi-disant imposer la démocratie. Moi, j'ai toujours été cohérent. Vous regardez tout ce que j'ai toujours dit depuis les 15 ans ou 17 ans que je suis sur ce profil. J'ai toujours dit. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit la même chose aux Comores. D'accord? Par rapport aux gens qui veulent, par exemple, des coups d'État. Hein, ça, c'est pas une puissance militaire étrangère qui viendrait, mais qui veulent des coups d'État. Il faut qu'on tue Azali. Moi, j'ai toujours dit, personne ne doit libérer un peuple. C'est le peuple qui doit se libérer tout seul. Donc, venir imposer des gens au nom de la démocratie, moi, je vous rejoins totalement. Et là, on va arriver au niveau de l'Iran. L'Iran, c'est quoi? L'Iran, aujourd'hui, c'est une république islamique. Une république islamique. Avant 79, ce pays était gouverné par un shah, un roi, quoi, qui s'appelait le shah d'Iran. Corrompu jusqu'à l'eau, jusqu'à la moelle, des puissances étrangères qui venaient piller comme ils voulaient les matières premières de ce pays. Il faut lire l'histoire jusqu'au shah, c'était vraiment devenu la marionnette des pays occidentaux. Donc la gauche, parce que c'est ça que les gens oublient, la gauche, la société civile, accompagnée aussi des religieux, l'ont chassé. Il n'y avait pas que des religieux qui ont fait la révolution en Iran. Il y avait la gauche. Vous allez regarder des documentaires, vous allez lire des articles, vous allez voir que cette gauche-là, ces laïcs-là, qui n'en pouvaient plus de ça, qui voulaient une république un peu plus démocratique, ont été écartés par la suite par les religieux, par Khomeini qui a installé une république islamique. D'accord? Cette gauche-là n'existe plus. D'accord? Voilà. Donc, depuis 1979, il y a une république islamique. Ça veut dire quoi une république islamique? Il y a un conseil des sages, et puis un conseil des gardiens de la constitution, qui, dans le cadre de la charia, en tout cas des principes qu'ils érigent comme islamiques, vont faire en sorte que il y a un guide suprême qui est élu à vie là-bas, si je ne m'abuse pas, qui est élu à vie par un conseil des sages, composé par 80 membres, ok, qui sont élus au suffrage universel et qui peuvent être changés, qui vont élire le guide suprême. Le guide suprême est là. Je pense que c'est à vie, mais c'est pas étonnant. Aux États-Unis, c'est pareil. Hein. Il y a si vous regardez la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, qui elle décide de tout en termes juridiques. S'il y a un problème, c'est la Cour suprême, d'accord? Les membres sont élus à vie, donc il faut pas venir s'étonner d'entendre que en Iran, il y a un guide suprême qui est élu à vie. Donc le principe de à vie ne doit pas être quelque chose c'est pas ça qui fait que c'est une dictature. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, le conseil, la Cour suprême, les membres sont élus à vie. Donc, ils élisent le guide suprême et après, il y a un président. Il y a la présidence qui est, tous les 4 ans, ils organisent une présidence. Mais cette présidence, la liste est filtrée par le conseil des gardiens de la Constitution, si j'ai bien dit le nom. Donc, les candidats sont filtrés. C'est-à-dire, si tu arrives, tu dis, moi, je veux être candidat à la République d'Iran, mais quand je vais arriver, je vais finir par le principe d'une République islamique. Votre candidature sera rejetée. Donc, les candidats doivent s'inscrire dans le cadre de l'islam, en tout cas du contexte islamique. Et puis si tu viens, tu dis, moi quand je serai président dans mon programme, il y aura plus de voile obligatoire pour les femmes. Moi quand je serai président, la femme sera si. Ta candidature sera rejetée. Donc, il y a des élections
tous les 4 ans. Hein, je me rappelle même Ahmadinejad a voulu revenir. Il a été rejeté par ce conseil des gardiens de la Constitution pour je ne sais quoi. Donc, c'est dans ce cadre-là. Il y a des élections, mais les élections sont encadrées dans le cadre islamique. Après, le guide, il est là. Je pense qu'il est là à vie. Il est à vie. Après, il y a eu Khomeini qui est mort. Après, il y a eu Khamenei, etc. Il y aura un autre qui sera désigné par ce conseil des sages, des experts, ou je sais pas quoi, qui vont encore désigner un autre guide quand celui-là sera mort, si le régime est encore d'actualité. Et la présidente continuera. Lui, il est le gardien de dire non, le président, c'est comme un premier ministre, quoi. Voilà. Donc, il faut être honnête. Il y a une société civile qui ne veut pas de cette république islamique. Est-ce qu'elle est majoritaire ou pas? Il y a tout le temps des manifestations là-bas, avec des tirs, des gens qui meurent, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas de cette république, qui veulent un autre système. Est-ce qu'ils ne sont pas pour autant iraniens? Ils ont le droit de manifester. D'accord? Mais, dès qu'ils manifestent, ils sont emprisonnés. Il y a des emprisonnements politiques comme au Comores, hein, des opposants politiques qui sont emprisonnés, des femmes qui sont emprisonnées, etc., etc. Et il faut avoir l'honnêteté de reconnaître ça. Est-ce que c'est majoritaire ou pas? Je ne sais pas. Je n'ai pas mesuré. Mais il y a une opposition politique. Donc, les Occidentaux, dans leur hypocrisie, ils viennent s'appuyer sur cette opposition en disant « Attention, on va libérer le peuple à travers ces frappes pour que la société civile iranienne se libère. » Déjà, c'est pas à vous de libérer la société civile iranienne, c'est à elle-même. D'accord? On n'importe pas, on n'impose pas la démocratie. Et puis, c'est tellement hypocrite. Il n'y a pas plus fermé que l'Arabie Saoudite. Mais pourquoi tout d'un coup vous vous souciez de la société civile iranienne, mais jamais vous parlez de la société civile saoudienne, qui elle aussi, vous vous rappelez de Khashoggi qui a été massacré à l'ambassade saoudienne en Turquie, une opposition inexistante, les femmes qui ne pouvaient sortir qu'accompagnées d'un homme comme si c'était des enfants, etc., etc., etc. Au moins en Iran, les femmes étudient. Ce sont des ingénieurs. En Iran, il y a une forte société civile éduquée. La preuve, vous voyez aujourd'hui, les Arabes, ils ont fait des coalitions. La guerre du Kippour, la guerre du 6 jours contre Israël. Ils ont été massacrés. Ils n'ont même pas résisté 3 jours, les Arabes. L'Égypte, la Jordanie, la Syrie, je sais pas quoi. Ils n'ont même pas résisté 4 jours. Là, vous avez l'Iran qui, tout d'un coup, nous démontre qu'en fait, c'est une légende de la puissance israélienne, intouchable. Qu'est-ce qu'il nous démontre? Ça y est, c'est fini. Les missiles passent, comme le fameux dôme de fer est devenu le dôme passoire. Les missiles tombent tous les jours. On nous dit qu'il y a 24 morts. Mon œil, à mon avis, il y a quelques centaines. C'est pas qu'on se réjouit, hein, mais voilà, ça démontre qu'en fait, l'Iran, est loin des Arabes. Et c'est pour ça que les Arabes se réjouissent, qui se taisent là. Regardez, les Saoudis, si on se suit, tous les pays arabes du coin sont contents de ce qui arrive à l'Iran. Pourquoi? Ils sont derrière Israël, en fait. Il y a peut-être la société civile qui en a marre, mais les politiques, les élites, soi-disant, des pays arabes, sont contents de ce qui se passe. Ils sont derrière Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait la même analyse qu'Israël. C'est que l'Iran, si vous enlevez, hein, parce qu'on peut dire ce qu'on veut de ce régime soi-disant qui n'est pas démocratique. Et c'est mon avis. Je ne crois pas que ce soit une démocratie. Et d'ailleurs, ils n'ont jamais dit que c'est une république démocratique. Ils disent une république islamique. Donc, c'est pas une démocratie. Donc, malgré tout ça, ils nous démontrent que c'est un pays extrêmement éduqué. D'accord? Tout seul. Tout seul. Ils montrent que si l'embargo économique qui pèse sur eux depuis une vingtaine d'années, si on lève l'embargo,
dans ce pays. Hein? Ça sera la puissance de la région. Ce sera une grande puissance de la région. Et c'est pour ça que tous les pays arabes seraient contents qu'on éradique l'Iran. Parce que là, si le régime tombe, contrairement à ce qu'on dit, oui, il y aura un nouveau régime démocratique, etc., etc. Il va falloir attendre des années. Ça sera le bordel dans la région. Donc, l'Iran ne va pas se remettre. Donc, les États-Unis continueront à avoir leur proxy qui est Israël dans la région, les autres pays arabes soumis qui leur permettent de piller les matières premières de la région. Donc l'Arabie Saoudite va continuer à leur donner le pétrole comme ils veulent. Leur base militaire va continuer à piluler, à être dans la région pour contrôler tout ce qui se passe dans la région, piller gaz, pétrole, etc. Pendant que les Arabes continueront à danser. Vous avez vu ce qui s'est passé hein, quand Trump est parti aux Émirats Arabes Unis, tels des prostituées qui ont fait un corridor de femmes, on dirait des prostituées qui dansaient comme ça, devant Trump qui arrivait. Donc, les Arabes continueront à danser pendant que eux, ils pillent. Il y en a même, je ne sais plus quel pays lui a offert un avion. Voilà. Donc, ils continueront à lui dire merci, merci. Ce qu'ils veulent, c'est simple. Et c'est ce que je disais une fois quand on m'a invité dans une émission, la politique des chiites et des sunnites dans la région, où je disais en fait, ce qui se passe dans la région, c'est que l'Iran, comme les autres pays, ils ont un dénominateur commun. L'Iran, le régime des ayatollahs, veut éviter d'être destitué. C'est-à-dire que à partir de la révolution de 619, vous avez vu, 2 ans après, il y a eu la guerre contre l'Irak. Parce que Saddam Hussein ne supportait pas ce qu'il voyait là-bas. Il pensait que ça allait se propager et donc qu'on allait le destituer. Il a lancé une guerre appuyée par l'Occident qui a duré 8 ans ou 10 ans, je ne sais plus. L'Iran a résisté. Et l'Iran a compris, le régime a compris une chose. Il faut se protéger. Se protéger soit par l'arme nucléaire, soit en maintenant une pression sur les intérêts des Américains. C'est-à-dire, si vous nous touchez, si vous allez alimenter l'opposition chez nous, on va porter atteinte à vos intérêts. Et comment ça s'est concrétisé? C'est en nourrissant le Hezbollah. Le Hezbollah au sud du Soudan. Le Hezbollah était là, devant Israël. Si vous essayez de destituer notre régime, on a le Hezbollah. C'est nos alliés. Il y a le Hamas. Le Hamas qui est un mouvement sunnite, qui par hasard était aidé par l'Iran. Pourquoi? Parce que l'Iran a vu à travers le Hamas, et le Hamas trouvait son intérêt parce qu'il était financé, mais en même temps l'Iran disait, le Hamas travaille pour nous aussi, parce que on maintient la pression sur l'allié des États-Unis pour lui dire, attention, ne touche pas à notre régime. D'accord? Et les Houthis du Yémen. Attention, vous vous en prenez à nous, on a les Houthis devant le détroit d'Ormuz. Donc, on a une capacité de nuisance qui fait que ne touchez pas au régime parce qu'on va vous nuire. Donc, il y a une logique, la logique de survie de ce régime-là. Embargo, etc. Il faut qu'on se protège parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec la guerre contre Saddam Hussein, comment il a été soutenu par tout l'Occident contre nous. Parce qu'ils veulent qu'on tombe pour qu'ils continuent à piller aussi le pétrole de l'Iran, etc., etc. Et puis, de l'autre côté, vous avez une jeunesse en Arabie Saoudite, je ne sais pas si vous suivez les infos, qui a soif de liberté aussi. Et c'est pour ça que vous voyez MBS, je ne sais pas si vous avez vu des messages qu'MBS a envoyés à quelqu'un qui dit c'était ça, c'est-à-dire les concerts, un peu de liberté, etc., etc., ou sinon, une révolution et les islamistes qui prennent le pouvoir, ou je sais plus, il disait ça. Donc, là, le régime saoudien, qui est un régime de famille, c'est le seul pays au monde qui porte le nom d'une famille, Arabie Saoudite. L'Arabie des Saouds, hein, d'un clan. Donc, ce clan-là a aussi peur. Parce que je sais pas si vous vous rappelez la prise d'otage de la mosquée de la Mecque.
qu'on avait attribué à l'Iran, alors que c'est pas vrai. J'avais fait une vidéo ici pour vous démontrer que ça n'avait aucun rapport avec l'Iran. Je me rappelle le fou qui est à Beit Islam qui avait dit un jour à l'Assemblée, comment dire, au Palais du Peuple, oui, c'est les Iraniens qui avaient pris un otage. C'est pas des Iraniens, c'est des intégristes islamistes saoudiens qui disaient que les Saouds n'étaient pas dignes des 2 lieux saints de l'islam, qui disaient ça. Et qui sont partis prendre, c'était des familles, femmes et enfants, hein, qui sont partis prendre en otage la mosquée de la Mecque. Je sais plus c'est quelle année, dans les années 70 comme ça. Donc, tous ces pays-là, donc MBS a ouvert. C'est pour ça que vous voyez des concerts et tout ça, parce qu'ils sont sous pression de leur société civile aussi, les pays arabes, tous ces monarchies. C'est pour ça que tu vas voir aussi les pays du Golfe aussi, un libertinage comment dire, à Dubaï, aux Émirats. Pourquoi? Pour donner un peu de souffle à cette société civile pour pouvoir se maintenir au pouvoir et arroser encore. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas une forte pression en Arabie Saoudite, même si il y a les chiites, parce qu'il y a carrément, attention, il y a 20% de chiites en Arabie Saoudite qui ont manifesté avec leur cher Nimr, je sais plus quoi, comment il s'appelle, qui a été décapité. Il y a quand même des manifestations. Mais peut-être que si la société civile n'est pas si active qu'en Iran, c'est parce qu'il n'y a pas l'embargo. Donc l'argent coule à gogo. Et comme l'argent coule à gogo, on distribue aux familles, on donne, donc ils sont tous millionnaires, ils peuvent de temps en temps voyager, venir en Occident, jouir de la vie, boire l'alcool, voir des prostituées et revenir, faire semblant d'être les Saoudiens les plus croyants, les plus je sais pas quoi. Mais parce qu'il y a l'argent, donc les familles sont arrosées et ils partent à l'extérieur, ils jouissent de la vie, ils font ce qu'ils veulent, et c'est comme ça qu'ils maintiennent, qu'ils contrôlent la société civile saoudienne. Mais s'il n'y avait pas cet argent, je suis certain aussi que le régime aurait été sous pression comme celui des Iraniens. Malheureusement, les Iraniens sont sous embargo et la société civile une partie de cette société qui est en quête de liberté, mais en même temps, qui vit la misère causée par l'embargo. Donc forcément, ils crient, ils disent, on en a marre, vous prenez l'argent du pays, vous dilapidez en finançant le Hezbollah, en finançant le Hamas, en finançant je sais pas quoi, alors que nous, on crève. C'est aussi ça qui alimente cette opposition au régime aussi. Donc, voilà que les États-Unis sont intervenus. Alors, on ne sait pas, est-ce que l'Iran pourra continuer à résister? Maintenant, je voulais vous dire aussi, c'est aussi l'Iran dans cette résistance. Hein? Et puis, non, attends, avant que j'oublie, parce que j'ai parlé de Trump avec ses admirateurs, les mêmes qui admirent Poutine. Hein? Poutine et la Chine, les deux soi-disant puissances qui incarnent le monde multipolaire, les deux puissances qui incarnent quoi? Qui incarnent l'alternative, les deux puissances qui sont sur le seuil de dépasser les États-Unis. Oui, la Chine est sur le seuil de dépasser les États-Unis. Ça y est, c'est fini. Mon œil. Mon œil. Ils sont soi-disant les alliés d'Iran. Qu'est-ce qu'ils font? L'Iran prend des bombes. Vous voyez, Poutine dit quoi? Poutine lui-même n'arrive pas à finir la guerre qu'il a entamée contre l'Ukraine. Tu crois que c'est l'Iran qui va venir aider son soi-disant allié iranien? Mon œil. Tout seul, l'Iran, il est tout seul. La Chine, soi-disant, qui va peser par rapport à cette politique unilatérale de l'Occident et surtout des Américains. Mon œil. La Chine fait quoi? La Chine est juste une puissance économique qui se prétend communiste, mais qui est dans la réalité des choses capitaliste. Un régime, c'est un pays de consommation. Les Chinois sont devenus des consommateurs, comme les Américains. Home cinéma, voyager, faire les touristes, etc., etc. Eux aussi veulent consommer. Donc ils vont pas s'entraîner dans une guerre qui va impacter leur économie. Donc l'empire du milieu
continuera à rester au milieu et se regarder le nombril en disant la Chine n'est pas d'accord à ce qui se passe en Moyen-Orient. Nous condamnons cette initiative unilatérale. Ouais, mais oui, mais après, vous faites quoi? La Chine est contre ce qui se passe là-bas. Mais oui, vous faites quoi? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, vous voyez, c'est une arnaque. Les Poutine et la Chine, soi-disant, non. L'Iran va se faire, j'espère pas, va se faire détruire. Et puis c'est tout. Le même Poutine a abandonné son allié, qui est un dictateur lui aussi, hein, un sanguinaire, hein, le Syrien. Mais je parle en tant qu'allié. Il a abandonné son allié syrien, hein, Bachar el-Assad. Voilà. Il a abandonné qui encore? Donc, ce sont des puissances qui ne sont pas en fait fiables. Au moins, les États-Unis sont fiables par rapport à Israël. Hein, Israël est aux abois. Qui vient au secours d'Israël? Ah ben, son allié. Voilà. L'Iran va continuer à attendre. Mais l'Iran résiste pourquoi? Et ça, c'est mon dernier point. L'Iran est chiite. Et les chiites ont quelque chose, ce qui a fondé le dogme chiite, au-delà du Coran et du Ahlul Bayt, c'est le massacre de Hussein, c'est l'opposition à Ali de Muawiyah et de Muawiyah vis-à-vis de Ali, et c'est ce qui s'est passé à Karbala. À Karbala, qu'est-ce qui s'est passé? Karbala, on dit qu'ils étaient 70. C'est Hussein, le petit-fils du prophète, qui vient à Karbala en Irak pour aller dire à Muawiyah, Yazid et son fils, pour lui dire, nous sommes contre ce que vous faites par rapport à l'islam. C'est-à-dire, c'est pas la religion de notre grand-père. Nous sommes contre vous. Et donc, ils étaient 70, ils se sont fait massacrer par la coalition de Muawiyah, etc. Et c'est là, je sais pas, c'est pour ça que vous voyez les chiites qui font Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, qui comment dire, qui commémore cet événement-là. Donc, les chiites ont toujours été seuls pendant le règne des Omeyyades, pendant le règne de tous les califes qu'on dit sunnites. Les chiites ont toujours été massacrés dans ces régions-là. Donc, vous entendez souvent, on dit, ah, les chiites, ont développé ce qu'on appelle la takriya. C'est-à-dire, ils disent pas qu'ils sont chiites, ils cachent. Bah oui, ils ont développé ça parce qu'ils étaient minoritaires, ils étaient massacrés dans ces régions-là, et pour survivre, ah ben, ils ont développé le fait de pas dire qu'on est chiite. Hein, va au Comores, va dire que tu es chiite. Et tu vas voir ce qui va se passer. Va dire que tu fais une assemblée de chiites. Va voir ce qui va se passer. Ah ben, pour survivre, tu es obligé de mentir. Seuls quelques comme moi et d'autres qui disent sont chiites parce que bon, voilà. Mais il y a plein comme moi qui ne vont pas dire. Parce que pourquoi? Parce qu'ils veulent éviter la prison, parce qu'ils veulent éviter l'excommunication, l'exclusion, parce que partout, dans les pays arabes, c'était comme ça. Donc, malgré, et avec tout cela, c'est ça la philosophie des chiites. C'est-à-dire, on a toujours été des résistants, on a toujours été seuls. D'accord? 70 personnes qui ont accompagné Hussein, qui se sont fait massacrer. Quand je dis massacrer, on a coupé la tête au petit-fils du prophète, on a ramené la tête jusqu'en Syrie, avec sa famille, hein, chez Muawiyah. Et il y a des gens qui s'énervent quand on dit la'anatullah ala Muawiyah. Ah oui, oui, mais bon, la'anatullah ala Muawiyah, c'est celui qui a tué la famille du prophète. Le prophète, il nous a dit, je vous laisse le Coran et ma famille. Le Coran ou Ahlul Bayt. Hein? Et ils sont venus massacrer sa famille. Et donc, ils ont toujours été comme ça. Et d'ailleurs, ils sont minoritaires dans le monde musulman. Donc, c'est une philosophie qui est ancrée chez les chiites. Donc, cette résistance d'être seul, comment dire, le phénomène sacrifice et la psychologie de sacrificielle, c'est pas nouveau chez eux, quoi. Donc, ils vont pas renoncer parce qu'ils sont seuls. C'est dans le logiciel chiite, en fait. Voilà. Donc, en espérant que tout ça aboutisse à quelque chose de positif,
Mais à mon avis, je donne pas cher à l'Iran quand même. Hein. Je donne pas cher à l'Iran. Et ah oui, je reviens parce que ceux qui connaissent, qui viennent nous dire ah Trump est arrivé, il a arrêté, contrairement à Obama qui il aime pas les guerres, oh, alors il va faire la paix partout. Bah regardez, il vient d'entrer en guerre et surtout moi quand même, celui qui ne voulait pas de guerre, c'est Obama. Hein, parce que j'entends souvent ah Obama, c'est un vent en guerre, il a massacré. Non non. Quand Obama est arrivé, déjà Obama il a voté contre la guerre en Irak. Quand il était sénateur. C'est un des seuls qui a voté contre la guerre en Irak. Et c'est l'un des arguments qu'il a utilisé pour être élu, Obama. Quand il est arrivé, il était obsédé par le fait d'arrêter la guerre en Afghanistan parce qu'il était fatigué. Il faut aller lire, hein, il faut se documenter, il ne faut pas parler comme ça. Je me rappelle les rapports qu'il demandait tout le temps. Quand on lui a dit, il faut encore nous renvoyer des militaires, il a dit, mais non, ça a pris du temps. Les Faucons n'en pouvaient plus parce que lui, il disait, j'en ai marre de cette guerre. C'est pas lui qui a commencé la guerre en Afghanistan, c'est Bush. Hein. Donc, il voulait se retirer. Et c'est sous Obama que les Américains ont quitté l'Irak aussi. Rappelez-vous, hein. Voilà. Donc quand on vient nous dire, oui, mais c'est Trump, il n'aime pas. Non, non, regardez ce qui se passe maintenant. Donc, j'espère que vous allez faire teshuva, hein, repentance, et venir dire, oui, on avait tort. C'est qu'un enfoiré, c'est un Américain comme tous les Américains. Dès que leurs intérêts sont menacés, ils vont aller en guerre. Et puis, c'est tout. Donc, votre obsession des dictateurs, parce que c'est un dictateur pour moi, Trump, votre obsession, votre... j'ai dit, ça n'a rien comprendre pour des Africains surtout. Voilà, je m'arrête là. Je voulais commenter cela avec vous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de direct. Je crois que ça fait plus d'1 an que j'ai pas fait de direct. Mais je me suis dit, voilà, c'était intéressant de venir un peu échanger ensemble sur ça parce que cette guerre nous concerne tous, comme je l'ai dit au départ. Les conséquences d'un Iran d'un Iran en désordre ne vont pas s'arrêter à la région. Économiquement et militairement, ça peut nous impacter, surtout nous qui sommes en Occident. Voilà. Bon. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et puis que la paix soit avec vous et que les guerres finissent partout dans le monde. Salam.